Bonjour à vous et bienvenue à cette rencontre que vous proposent donc les militants de la Fédération de Paris, de la Ligue des droits de l'homme, au théâtre de la Reine Blanche, ce théâtre où il y a un peu plus d'un an, nous nous inquiétions de l'état d'urgence sous lequel notre pays a été placé dans les heures qui ont suivi les attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre 2015. À vrai dire, on pourrait aujourd'hui refaire ce débat, plus fondé sans doute encore, à dénoncer les atteintes graves à notre vie en démocratie générées par cet état d'exception, toujours en vigueur, et dont la logique sécuritaire répressive ne cesse de porter des coups législatifs, éthiques, physiques, à des habitants de ce pays et à celles et ceux qui y cherchent refuge. Des coups comme autant de violations des droits de l'homme ou de menaces directes au nom d'une protection collective qui serait bien sûr l'unique préoccupation des gouvernants actuels, comme de celles et ceux qui aspirent à les remplacer dans les mois qui viennent, quand bien même certaines et certains se retrouvent sur la sellette pour, entre autres, détournement présumé de fonds publics. Aujourd'hui, le soupçon policier est proclamé comme plus légitime, par exemple, que notre droit à la confidentialité privée ou professionnelle. L'honnête citoyen ne devrait donc qu'approuver, sinon se réjouir de son fichage centralisé dans le fameux TES, pour titre électronique sécurisé, le mot magique est là, en cours d'installation depuis près d'une semaine. Que diable peut venir faire une abeille dans ce tableau ? Eh bien, la défendre, cette abeille, et partant son rôle vital pour la pollinisation, qu'on apprécie ou non son miel, ou les bienfaits de la propolis ou de la gelée royale, eh bien, la défendre rejoint notamment la défense d'un droit de l'homme en danger et qui est clé de mon métier, celui d'informer et d'être informé librement. Nous avons en effet un terrible adversaire commun, elle et nous, la directive européenne sur le secret des affaires, adoptée en mai 2016 à Strasbourg par les parlementaires européens, dont les élus français PS, LR, centristes, Front National. Cette directive, en cours de transposition dans le droit national de chaque pays membre de l'UE, permet à Monsanto et consorts de refuser de livrer la moindre information sur les composants chimiques de leurs produits. Motif, les secrets de fabrication et le risque de pillage de leur génie industriel. Les révéler est passible, selon cette directive, d'amende colossale, je dis bien colossale, et de prison ferme, même si cela permet d'interdire des produits toxiques dangereux pour la santé ou le bien commun. Ce qui l'emporte là, sans réserve, ce sont les bénéfices des multinationales. Pas besoin d'en passer par un CETA ou autre TAFTA. Nos droits meurent avec les abeilles, dont notre droit à la santé, victime d'un modèle politique et économique qui sert d'abord le profit. Alors oui, démocratie et écologie ont beaucoup, sinon tout, à faire ensemble. Oui, il y a urgence à défendre l'une et l'autre, comme le stipule l'intitulé de ce débat. Et oui, il y a sans doute de nouvelles voies démocratiques à emprunter dans le monde qui vient. Pour citer le titre du livre publié donc, il y a quelques mois par la LDH, je me rends compte qu'il est dans mon sac et que je ne l'ai pas sur cette table, mais vous l'avez peut-être vu à l'entrée, Le monde qui vient, entre péril et promesses, précise le sous-titre de cet ouvrage collectif, 30 contributions, dont la vôtre, Geneviève Azam. Vous êtes économiste, universitaire, membre du conseil scientifique d'Attaque France. Vous signez dans ce livre un texte fort et limpide sur ces enjeux mêlés et articulés entre les droits de l'homme et les droits qui doivent être impérativement reconnus à notre planète. À vos côtés, à l'autre bout de cette table de trois, Pauline Boyer, porte-parole à la fois d'Alternativa et d'Alternative non violente COP21. Vous nous direz, vous, militante écologiste, comment très concrètement vos actions pour l'environnement, pour limiter le dérèglement climatique de notre planète déjà engagé malheureusement, comment ces actions sont aussi des actions sociales et politiques en faveur des droits de l'homme. Précision, vous remplacez au pied levé, et on vous en remercie, Clémence Dubois de l'association 350.org qui n'a pas pu au tout dernier moment se joindre à nous. Et puis, entre vous deux, Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la LDH, dans la foulée de vos 2 mandats successifs, si je ne m'abuse, à la tête de la Ligue de 2011 à 2015. Vous avez préfacé le livre que voici, ce monde qui vient entre péril et promesses. Vous l'avez préfacé en insistant sur l'ouverture de la réflexion sur les droits et les libertés à des ressources au-delà du cercle proprement dit de la LDH. Je vous cite presque mot à mot. À vous de nous dire ce que produit cette ouverture sur la façon de penser et d'agir pour les droits de l'homme
raison d'être évidemment de la Ligue. 3 interventions d'une dizaine de minutes chacune, puis vos questions à vous, vos commentaires, vos propositions, vos idées, et avec devant nous une bonne heure et demie, je l'espère, de dialogue. Geneviève Azam, on commence avec vous, si vous le voulez bien. Vous l'écrivez dans l'article, la contribution que vous proposez à ce livre. Les dérèglements écologiques sont en cours, c'est non négociable. L'homme les déclenche sans imaginer ou se préoccuper des conséquences, ce qu'il est d'ailleurs souvent incapable de maîtriser, ces conséquences. Nous continuons pourtant très majoritairement à fonctionner contre nos propres intérêts de bien-être et de survie. Merci beaucoup. Si. C'est branché ? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Merci à la Ligue pour cette invitation qui me ravit, parce qu'il est vrai qu'il y a sans doute urgence à repenser les droits humains et surtout non seulement à donner des réponses, mais à poser des questions sur comment peut-on penser les droits humains face aux défis qui sont devant nous. Et un de ces défis, ce n'est pas le seul, un de ces défis, c'est un défi écologique, défi climatique, défi de la biodiversité. En tout cas, comment arriver à penser des droits que nous avions imaginés comme infinis, bien souvent, dans un monde qui, lui, apparaît fini, voire clôturé, dans un monde donc qui est délimité, mais qui n'est pas seulement fini, qui en plus est saccagé. Comment penser des droits sur une terre dont nous ne sommes pas certains qu'elle puisse, à l'avenir, continuer à être l'habitat pour les sociétés humaines, et pas seulement pour les sociétés humaines, pour toute autre forme de vie, dont les abeilles aussi, dont j'y reviendrai, dont nous sommes parfaitement dépendants. Donc, un défi écologique, comment penser les droits à l'ère de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire finalement ce que les scientifiques appellent l'anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle ère géologique saine, mais une ère géologique dans laquelle l'humanité est devenue un agent géologique qui transforme le système terrestre, qui agit sur l'histoire du système terrestre. Et donc, on a trouvé ce terme d'anthropocène pour désigner cela, ce qui dessine, bien entendu, une nouvelle responsabilité pour les humains dès lors que nous savons que nous sommes capables de modifier durablement et définitivement le système terrestre. Donc, premier défi. Deuxième défi, enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais un défi socio-politique, dans un monde qui est déchiré, véritablement déchiré par des inégalités, par des tensions très fortes, des conflits, et dont une part de ces conflits, d'ailleurs, n'est pas éloignée du défi écologique, puisqu'une part de ces conflits tient aussi à la nécessité, surtout pour les puissants, de s'accaparer les ressources qui sont devenues rares, à les accaparer et à les gérer, bien entendu, en fonction de leurs intérêts. Et donc, comment penser des droits humains dans le cadre de limites ? Et de limites qui, effectivement, sont des limites géophysiques, pour certaines, pour beaucoup, et donc à ce titre-là, non négociables pour les êtres humains. Alors que nous avons été éduqués dans une pensée de l'illimitation et d'une liberté comme justement transgression des limites, bien souvent. Et là, ceci s'accorde parfaitement avec la liberté du type libéral, qui est conçue comme la transgression des limites. Donc, les droits que nous avons aujourd'hui, les droits humains, se sont construits, je l'ai écrit dans l'article, dans des moments exceptionnels de l'histoire humaine. Premier moment vraiment exceptionnel, ça a été les luttes contre le despotisme dans le XVIIIe siècle, qui ont donné ces luttes l'émergence des droits civils et politiques donc au XVIIIe. Ensuite, deuxième génération de droits, c'est la lutte contre la barbarie et la guerre après la Deuxième Guerre mondiale, qui a donné la déclaration de 1948 et qui a été complétée ensuite par le pacte sur les droits sociaux, économiques et culturels dans les années 1960. Donc, des périodes exceptionnelles ont permis l'émergence des droits individuels, des droits politiques, des droits de la personne et des droits sociaux aussi. Nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une troisième période extrêmement importante, dans laquelle nous sommes aussi dominés par une urgence.
ce que certains appellent un risque d'écocide, c'est-à-dire un risque de disparition accélérée et assez généralisée des espèces vivantes et de tous les systèmes écologiques sur le globe terrestre. Donc, risque non plus de génocide, comme après la Seconde Guerre mondiale, mais écocide, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à la nécessité d'une nouvelle génération de droits. Donc très rapidement, je vais garder les minutes qui me restent pour voir quels sont les principes qui pourraient guider. Ce sont des questions qui pourraient guider cette nécessaire nouvelle génération de droits qui viendrait compléter, et non pas se substituer, bien entendu, qui viendrait compléter les 2 générations précédentes de droits. Je voudrais revenir quand même, avant de déterminer ces principes, revenir sur la question de l'humanisme. Nous avons à nous questionner sur l'humanisme. Non pas pour s'en débarrasser, mais pour l'enrichir. L'humanisme a souvent été pensé comme un humanisme qu'on dit anti-nature, c'est-à-dire que finalement était reconnu comme digne tout ce qui était le plus éloigné de la nature. Et la civilisation, précisément, c'était la conquête de sociétés qui arrivaient à s'arracher au déterminisme naturel, à la nature. Et donc l'humanisme a été considéré aussi comme hors nature, des humains hors nature ou bien anti-nature. Et ceci a contribué à effacer toute la dimension naturelle de l'existence humaine, de l'existence sociale, de la construction des sociétés. Et donc ont été frappés d'indignité tout ce qui était proche de la nature, tout ce qui était les autres espèces ont été frappés d'indignité, ainsi que d'ailleurs dans l'espèce humaine ont été frappés d'indignité des parties de population qui étaient considérées comme étant le plus proche de la nature, n'ayant pas été encore émancipés par rapport à la nature. Donc par rapport à cela, et cette nécessité de repenser un humanisme qui ne serait pas un humanisme opposé à la nature, un humanisme d'arrachement à la nature, mais au contraire un humanisme qui travaille sur la coopération et non plus la concurrence avec la nature, on peut voir un certain nombre de principes pour ces nouveaux droits à construire, qui pourrait être fondée donc sur la reconnaissance des liens qui attachent les humains et la Terre, au lieu de la discontinuité qui a été posée jusque-là dans notre pensée occidentale, qui a été fondée vraiment sur un dualisme avec d'un côté les sociétés et de l'autre côté la nature, et comme s'il n'y avait plus de lien entre les deux, et une vision, encore une fois, d'un homme qui serait d'un humain hors nature. Donc reconnaissance des liens qui attachent les humains et la Terre, et les humains et les autres espèces. Et donc là aussi, rupture avec l'anthropocentrisme, c'est-à-dire avec la croyance que l'homme est absolument au centre, les humains sont au centre et tout le reste gravite autour comme une sorte d'environnement qui serait strictement, qui n'aurait pas de sens en soi, qui n'aurait pas de dignité en soi, mais qui serait là uniquement pour servir les desseins humains. Donc ça, c'est une représentation que nous avons bien sûr à questionner. Deuxième chose, c'est une autre reconnaissance, c'est que même si la nature a été très largement transformée par les humains, si la nature, elle a été anthropologisée, elle a été artificialisée, elle a été construite, voire reconstruite, et il est vrai que nous habitons la Terre, nous n'habitons pas un musée, nous transformons la Terre, et c'est bien ainsi que nous pouvons habiter véritablement la Terre. Cependant, nous devons reconnaître qu'il y a une part de la nature qui nous échappe. Et ça, par rapport à toute une forme d'humanisme qui nous a bercés, l'idée que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous ne sommes pas entièrement souverains, qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qui n'appartient pas à la volonté humaine, qui n'appartient pas aux choix humains, eh bien ceci, c'est sans doute quelque chose que nous avons à travailler et qui est extrêmement difficile pour notre civilisation. Donc il existe des processus naturels qui ne relèvent pas d'une production humaine, qui ne relèvent pas de la volonté humaine. Et nous le voyons pour le climat. Nous pouvons nous réunir autour d'une table pour le climat. Nous pouvons chercher les moyens pour enrayer l'avancée vers le réchauffement climatique. Comme cela a été dit, c'est irréversible.
le réchauffement climatique est enclenché et on ne peut pas décréter, nous, humains, que nous arrêtons aujourd'hui le réchauffement climatique. Même si nous prenions les mesures les plus vertueuses et si nous arrivions demain, ce n'est pas du tout le cas, à 0 émission de gaz à effet de serre, le processus est tout de même enclenché et nous devons nous adapter aussi à ce processus-là. Donc, reconnaissance de cette part d'une extériorité radicale. La nature, c'est à la fois, nous avons des liens avec elle, et en même temps, il y a une part qui est d'une extériorité absolument radicale, et nous devons reconnaître cette extériorité au lieu, comme dans ce qu'on appelle l'économie verte, de vouloir absolument internaliser dans le système économique et dans le système humain toute extériorité. Non, il y a quelque chose qui nous est extérieur, qui n'est pas transcendant, mais qui nous est malgré tout radicalement extérieur. Et donc, reconnaître également que nombre de destructions sont des conséquences non voulues de nos actions. Aujourd'hui, personne ne veut détruire objectivement la planète. Il n'empêche qu'un certain nombre d'actions humaines contribuent à la destruction sans que la destruction soit le dessein initial. Donc, conséquences non voulues des actions humaines, mais conséquences connues aujourd'hui, ce qui engage notre responsabilité, nos responsabilités, qui ne sont pas toutes les mêmes bien sûr, et conséquences non maîtrisables. Et donc cela suppose, cette nouvelle génération de droits, qu'on remette en cause l'idée d'un humain, d'un homme, qui serait un législateur absolument autonome et souverain, et entièrement souverain. Nous devons reconnaître que nous avons besoin d'une éthique, et donc de droits, qui ne concerne pas simplement les relations des hommes entre eux, mais aussi les relations des hommes avec la Terre. C'est cette éthique-là dont nous avons besoin, et donc des droits qui reconnaissent ces relations des humains avec la Terre, et donc des obligations pour les humains, et donc des obligations morales et politiques de conservation et de réparation de cet habitat qui est le seul habitat qui puisse héberger les sociétés humaines, qui puisse héberger l'humanité, donner sens à l'humanité. Alors je conclus en disant que ces nouveaux droits ne peuvent pas être simplement des droits de l'environnement. Nous avons déjà une quantité impressionnante de droits de l'environnement. Le droit de l'environnement permet de gérer des pollutions, de diminuer des pollutions. Il permet de fixer des seuils, le seuil de pesticides qu'on peut utiliser, etc. etc. Mais le droit de l'environnement ne permet pas véritablement de repenser des modèles, un modèle dans lequel nous repensons notre relation des humains avec la Terre. Donc bien sûr qu'on a besoin d'un droit de l'environnement, mais ce droit de l'environnement consiste de plus en plus à un empilement de normes. C'est impressionnant le nombre de normes qu'il y a, il est plus ou moins respecté d'ailleurs, et il ne s'agit pas simplement de contribuer encore un peu plus à un empilement de normes, mais de reprendre le problème à la racine. De même, bien souvent, ces nouveaux droits, on les assimile au droit à un environnement sain. On voit ce terme-là apparaître dans beaucoup de textes onusiens, etc. Bien entendu que le droit à un environnement sain, c'est un droit fondamental de la personne humaine. Cependant, formuler ainsi ces nouveaux droits serait insuffisant, parce que le droit à un environnement sain, d'abord, continue à nous figer dans un rapport extrêmement utilitariste à la nature. J'ai droit à un environnement sain parce que je suis humaine et que donc j'ai besoin d'une nature qui me serve, donc j'ai droit à un environnement sain. Et puis ça se situe encore sur le registre des droits individuels, le droit à un environnement sain. Or, dans ce domaine de l'écologie, la question des droits individuels n'est absolument pas suffisante, puisqu'on est dans des phénomènes véritablement d'interaction, de dépendance. C'est une vision beaucoup plus holiste de la société et de la place des individus dans les sociétés. Donc, droit à environnement sain, ce n'est sans doute pas suffisant encore, parce que les milieux de vie qui nous permettent de vivre ne sont pas partageables. De même, on ne peut pas simplement se contenter d'une justice écologique qui serait calquée sur une justice sociale. En effet, la justice sociale est en très grande partie une justice qui est redistributive.
c'est-à-dire une justice qui permet le droit d'accès à des ressources pour tous et de la manière la plus égalitaire possible. Or, en matière d'écologie, on ne peut pas se poser la question uniquement d'un droit égal d'accès à des ressources. C'est l'accès même aux ressources qui est questionnable. Je pense qu'on en parlera. Il y a peut-être certaines ressources qu'il faut arrêter d'extraire, qu'il faut arrêter de triturer. Donc il ne s'agit pas simplement d'une justice réparatrice, mais il s'agit d'une justice qui définisse le rapport que nous avons avec la nature. Et donc c'est une justice aussi pour la terre. C'est faire justice aussi à la dépendance que nous avons vis-à-vis de la terre. Donc pas seulement droit d'accès, et donc ces nouveaux droits seraient fondés sur l'obligation non négociable de prendre soin de cet habitat qui s'appelle la terre, obligation donc de prendre soin de la terre, obligation de la réparer, obligation par rapport aux écosystèmes. Et donc on voit apparaître au niveau international, mais aussi en France, des juristes qui parlent aujourd'hui d'un droit de la terre. C'est-à-dire ce n'est pas simplement un droit à, qui est typiquement le droit libéral, on a droit à ci, on a droit à là, mais c'est le droit des écosystèmes à pouvoir continuer à exister en tant qu'écosystème et bien sûr à nous rendre les services qu'ils nous rendent. Mais c'est le droit, non plus simplement le droit à, mais le droit de. C'est le droit de la terre. Donc droit de la terre qui serait finalement une série de devoirs imprescriptibles qui assurerait justement la possibilité des droits humains. Parce que parler de droits humains sur une terre dans laquelle l'humanité est menacée, ou en tout cas des parts essentielles de l'humanité sont menacées, parler de droits humains n'aurait guère de sens. Et donc il s'agit bien de définir des droits de la terre, des obligations des humains pour que puissent exister effectivement les droits humains. Je conclus en disant que nous avons désacralisé la nature, ça a été notre modernité. Cette désacralisation de la nature s'est accompagnée d'une sorte de divinisation des humains, l'humain au centre, l'humain potentat absolu, législateur, souverain, etc. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, nous avons maintenant un mouvement de désacralisation de la vie, de désacralisation des humains. Et ça, c'est-à-dire ce que nous avons fait par rapport à la nature il y a 4 ou 5 siècles, est en train d'arriver à la vie et aux humains, avec tous les phénomènes de marchandisation de la vie, marchandisation du vivant, de réduction de la vie à une marchandise. Il s'agit là aussi d'une forme de désacralisation. Et donc, repenser le droit de la terre permettrait de redonner du sens à la vie humaine et à la vie aussi de toutes les autres espèces, et à considérer qu'il y a dans ce que nous vivons, dans ce qui nous entoure, il y a quelque chose qui relève d'un don primordial pour lequel on n'est pas obligé de mettre un nom, un don. La nature, il y a une part de la nature que nous n'avons pas fabriquée, qui nous échappe radicalement, et cette part-là, elle nous permet de vivre sur la Terre. Et cette part-là, nous avons l'obligation aujourd'hui de la protéger, de la reconstruire là où elle a été dégradée pour nous, pour les générations présentes et pour les générations futures, mais aussi pour les générations présentes. Je vous remercie.